Bonjour à tous. Bonjour. Patrick Magalaes, je suis le gérant des agences Visit & Co dans l'immobilier en Normandie. Je reçois aujourd'hui avec grand plaisir un notaire, maître Gauthier Massijeski, qui est notaire à Caen et qui va nous parler, nous donner tout un tas de conseils et aussi de mise en garde sur un sujet technique qui est la vente et division de terrains à bâtir. C'est un sujet qu'on a préparé, Gauthier et moi, en quatre volets. Le premier podcast du jour va vous parler des autorisations nécessaires et on va revenir sur le côté juridique, la définition du lotissement, etc. Et le deuxième volet du podcast, sur quoi il portera, Gauthier ? On va aborder dans une seconde partie toute la fiscalité qui est afférente en fait à ces opérations de lotissement. Voilà, qui peut être parfois un peu complexe, un peu méconnue, qui peut donner lieu à des petites surprises qu'il vaut mieux anticiper. Gauthier, je vous donne la parole. Eh bien, merci Patrick pour l'invitation. Avec grand plaisir pour aborder ce sujet-là, comme vous allez le voir, qui peut être parfois un petit peu plus complexe que ce qu'on peut le penser de prime abord. Déjà, je pense qu'il faut regarder un petit peu ce qu'on peut appeler lotissement et ce qu'on va définir comme opération de lotissement. C'est un peu plus probable que ce qu'on imagine parfois dans notre imaginaire, savoir il n'y a pas que des gros aménageurs avec des gros lotissements de 50 ou 80 lots qui peuvent être soumis à des autorisations avec des particularités d'un point de vue administratif et fiscal. Oui. Voilà. Un simple particulier, on va le voir, qui divise deux lots, peut être concerné par tout ce qu'on va se dire. Exactement. Ok. En fait, on définit l'opération de lotissement de cette manière. Selon le code de l'urbanisme, entre guillemets, on a une opération de lotissement dès lors qu'on a une division d'une unité foncière avec une volonté de construire derrière. Ok. Donc, on a trois critères à analyser pour savoir si on se situe dans une opération de lotissement et on verra ensuite quelles sont les autorisations qui peuvent être sollicitées à ce titre-là et la fiscalité qui pourrait s'appliquer, toutes les contraintes de commercialisation et autres. Donc Parce que c'est beaucoup plus lourd, on va le voir. Exactement. Ok. Vous avez une opération de lotissement donc dès lors que vous faites une division, donc une division juridique et pas une division matérielle. Le simple fait d'établir une clôture, par exemple, vous êtes propriétaire d'une parcelle une et entière, entre guillemets, vous clôturez une partie de votre terrain, vous n'êtes pas dans le cadre en fait d'une opération de lotissement, vous ne divisez pas une unité foncière parce que vous installez juste matériellement une clôture. On parle vraiment d'une division juridique avec volonté de détacher la propriété en fait d'une partie d'une parcelle. Donc concrètement, le passage d'un géomètre, par exemple, pour illustrer ? Exactement, passage d'un géomètre avec un bornage et puis un modificatif en fait du parcellaire, du plan de cadastre entre guillemets pour définir 2, 3 ou plusieurs parcelles en fait qui seraient distinctes de l'unité foncière initiale. On parle de lotissement dès lors qu'on a une division juridique d'une unité foncière. Alors à quoi ça correspond une unité foncière ? On va définir une unité foncière par une parcelle qui va être détenue en propriété par une seule et même personne ou par une même indivision. Voilà. Ok. Dès lors que vous avez, on se détache en fait complètement de l'aspect cadastral, c'est-à-dire que vous pouvez avoir au cadastre deux parcelles numéros 23 et 24 qui vont être bien définis et bien déterminés au niveau du cadastre, mais le détachement et la vente de la parcelle 24 par exemple va pouvoir parfois constituer une opération de lotissement puisqu'on va diviser une unité foncière, un seul et même îlot de propriété qui appartient en fait à une seule et même personne ou à une même indivision. Oui, quand bien même ça existait déjà au cadastre. Exactement. Parce que des fois les personnes nous disent ça, mais je ne suis pas concerné parce que la parcelle existe déjà au cadastre. Voilà, j'ai déjà une division cadastrale. Le fait de vendre cette parcelle 24 ne constitue pas un lotissement si vous divisez une unité, un îlot de propriété qui peut être identifié par une ou plusieurs parcelles cadastrales. Ok. Voilà. Ça c'est notre deuxième critère. Et puis le troisième, eh bien, vous allez entre guillemets rentrer dans le cadre de la réglementation du lotissement si la parcelle qui est divisée, détachée, puis cédée à une tierce personne a vocation à être bâtie. Donc il faut inévitablement qu'on ait une parcelle qui soit constructible par nature, oui. Et qui ait une volonté derrière de l'acquéreur, entre guillemets, d'édifier une construction sur cette nouvelle parcelle détachée. Voilà. Okay. Ce qui peut être assez vite présumé dès lors que vous avez notamment un compromis ou plutôt une promesse de vente au profit de cet acquéreur qui fait mention d'une condition suspensive, par exemple d'obtention d'un permis de construire. Oui, là de façon manifeste. Rapidement supposer qu'il y a une vraie intention d'édification d'une construction sur cette parcelle. Voilà. Ok, ça marche. Alors je suis propriétaire du coup d'un grand terrain, ou pas forcément, mais pour illustrer, et avec les informations que vous venez de me donner, j'ai quand même envie de me lancer dans la mise en place de ce lotissement-là, parce que j'y ai notamment, pourquoi pas un intérêt financier, on va le voir après. Quelles formalités, quelles autorisations d'urbanisme je dois obtenir ? Alors, le lotissement,
peut être soumis, il y a une dualité en fait d'autorisation d'urbanisme qui doivent être sollicitées de la part de l'administration pour pouvoir établir justement ce lotissement de manière réglementaire et en conformité avec les règles légales et réglementaires. Voilà. De manière générale, la création d'un lotissement va être soumise à l'obtention d'une déclaration préalable de travaux. On verra les exceptions, mais voilà, c'est un petit peu le droit commun du lotissement. Okay. Une autorisation qui peut être assez simple à obtenir, tant en termes de formalisme, puisque le dossier qui sera déposé auprès de l'administration pour la demande de déclaration préalable va être assez léger, entre guillemets. On va avoir un petit plan de division à fournir à l'administration, peut-être un plan du projet, un plan figurant en fait l'implantation justement des éléments déjà bâtis sur le terrain qui auraient vocation à être bien maintenus ou détruits. Voilà, c'est assez léger en termes de dossier, puis en termes de délai, c'est assez rapide également puisque votre demande en fait votre déclaration préalable qui va être déposée auprès de l'administration en charge de l'urbanisme. Vous déposez votre dossier, l'administration a 1 mois pour vous répondre, pour ne pas vous répondre, pour vous attribuer en fait une non-opposition à votre déclaration préalable de travaux. Voilà. Donc c'est assez rapide. C'est assez court. Bon, on préfère toujours quand on a une réponse, les autorisations tacites, pour certaines raisons, on aime moins nous professionnels de l'immobilier, mais en tout cas... oui, délai assez court. Et une fois qu'on l'a obtenu, Gauthier, on a un formalisme, on a d'autres actions à faire en tant que propriétaire. On va être sur le droit commun des autorisations d'urbanisme avec une obligation d'affichage pour faire courir et purger en fait le délai de recours des tiers, c'est-à-dire que les tierces personnes, les voisins ou autres, toutes les personnes qui ont un intérêt à s'opposer à l'autorisation que vous auriez pu obtenir de la part de l'administration ont un délai de 2 mois à compter de l'affichage de l'autorisation pour le faire. On vous encourage, en tout cas je vous encourage, mais je pense que Patrick, vous le faites également, à solliciter l'intervention d'un huissier pour justement renforcer en fait par le constat d'huissier la preuve du point de départ. Exactement, la preuve de l'affichage en fait de cette autorisation sur votre parcelle. Donc ça c'est une première chose. Délai de 2 mois à compter de l'affichage. Délai de 2 mois qui est conféré au tiers pour s'opposer à l'obtention de votre autorisation. Et puis, vous avez un délai de 3 mois, non pas à compter de l'affichage, mais à compter de la délivrance de l'autorisation par l'administration. Un délai de 3 mois qui est laissé à l'administration elle-même pour retirer son autorisation si elle estime qu'elle a fait une erreur en vous la délivrant. Voilà. Donc, en gros, sur un lotissement qui serait soumis à déclaration préalable de travaux, 1 mois pour l'obtention de l'arrêté de non-opposition à votre déclaration préalable, 2 mois d'affichage qui vont en fait se fondre avec les 3 mois de délai de retrait de l'administration. Donc grosso modo, on peut estimer que en 4 mois, on peut avoir une certaine stabilité juridique sur l'autorisation de votre lotissement soumis à déclaration préalable de travaux. Exactement. Et on vous encourage toujours à respecter ce formalisme de purge des différents délais, aussi bien sur des opérations un peu plus importantes comme celle-ci qu'un lotissement, mais que sur des opérations bien plus classiques comme extension, construction d'une maison d'habitation. Respectez bien ce formalisme lié à la purge du délai de recours des tiers et de l'administration parce que ça peut être lourd de conséquences. Ne soyez pas trop hâtifs dans le lancement de vos travaux, etc. ou de la commercialisation de vos biens. Soyez patients, ça vous évitera quelques cheveux blancs ensuite. Exactement, je valide et j'appuie complètement ce que vous dit Patrick. On a des cas où on va avoir un régime d'autorisation qui est dérogatoire et qui est beaucoup plus contraignant, notamment dès lors que votre projet de lotissement s'inscrit dans le cadre d'un secteur de monument historique. Voilà, dès lors qu'à proximité du lieu d'implantation du lotissement, vous allez avoir un monument historique qui va être protégé, ou dès lors que, par la configuration des lieux, par l'importance du projet, il va être nécessaire de mettre en place des équipements ou des voiries, des voies d'accès qui vont être communs à au moins à plusieurs lots qui ont vocation à être bâtis. Okay. D'accord ? Dans ce cadre-là, l'administration estime et la réglementation estime, entre guillemets, que vous êtes sur un projet qui est un peu plus lourd, qui est un peu plus risqué, et on va vous imposer le respect d'une réglementation plus contraignante, à savoir l'obtention de ce qu'on appelle un permis d'aménager, qui est une autre autorisation d'urbanisme, mais qui est plus contraignante à obtenir. Plus contraignante pourquoi ? Parce qu'en termes de dossier, c'est beaucoup plus lourd. Voilà, il y a une vraie étude à faire. Il faut souvent, lorsque vous êtes particulier et que vous cherchez à mettre en œuvre justement la création d'un lotissement soumis à permis d'aménager, on vous invite à vous rapprocher d'un professionnel du type géomètre expert qui va vous assister dans vos démarches de constitution de votre dossier, dépôt de votre dossier auprès de l'administration et puis qui jouera très certainement le rôle d'intervenant dans les travaux, de constructeur pour les travaux d'aménagement et de maître d'œuvre pour la gestion en fait, de l'ensemble de ces travaux. Oui, c'est quasiment impossible à gérer soi-même un permis d'aménager. C'est extrêmement difficile, sauf à avoir beaucoup
beaucoup de temps et quand même une certaine compétence technique à ce niveau-là. Ok. Et si je rebondis sur l'histoire du périmètre de protection des monuments historiques, qui concerne ce permis d'aménager, mais aussi des fois plus globalement les permis de construire, etc. Si je suis particulier, comment je sais, Gauthier, comment je peux identifier que je suis ou pas dans un périmètre de protection des monuments historiques? Se rapprocher de l'administration, demander un certificat d'urbanisme, qui est un document que l'administration peut vous délivrer sous un mois en vous mentionnant en fait toutes les règles et les contraintes d'urbanisme qui peuvent s'appliquer ou qui s'appliquent de toute façon, qui s'appliquent sur une ou plusieurs parcelles concernées. Et c'est le certificat d'urbanisme qui vous indiquera si vous êtes situé, si la parcelle concernée ou les parcelles concernées se situent dans une zone de protection des monuments historiques. Super. Est-ce que le PLU de la commune peut nous donner un début d'information quand on est au début de projet, qu'on veut déjà avoir quelques éléments pour voir où on va? Potentiellement, vous avez des plans qui sont souvent annexés, qui sont de manière générale annexés justement au plan local d'urbanisme, des cartographies qui vont vous permettre d'identifier l'existence ou pas de monuments historiques et à savoir si vous êtes situé dans un secteur de protection d'un monument historique. Ok, mais comme vous le dites, ce qui fiche des choses, c'est le CU. Ça va être le certificat d'urbanisme à solliciter auprès de l'administration, en effet. Ok, le permis d'aménager, c'est quoi son délai? On a parlé d'un mois pour la déclaration préalable, formalisme plus léger, et du coup le permis d'aménager? Un peu plus long, beaucoup plus long. 3 mois sont laissés à l'administration en fait à compter de la demande pour la délivrance de ce permis d'aménager, délai qui peut être porté à 4 mois, notamment si on est situé dans une zone de protection de monuments historiques. On y revient. Voilà, exactement. Et puis derrière, ensuite, les délais de purge, de recours des tiers et de retrait de l'administration vont être les mêmes. 2 mois à compter de l'affichage pour le délai de recours des tiers, 3 mois à compter de la délivrance de l'autorisation, donc du permis d'aménager, pour le retrait par l'administration, ce qui nous amène grosso modo à un permis d'aménager définitif et exempt de tout recours et tout retrait autour de 6-7 mois, quelque chose comme ça. Ok, c'est plus long. Et est-ce que justement ce délai d'obtention et de purge du permis d'aménager, il a aussi des conséquences sur la commercialisation du ou des lots à bâtir ensuite? Et ça, vous le découvrirez dans une partie 2. On enregistre à l'instant avec Gauthier la suite de ce podcast technique et immobilier. Vous le retrouverez en tapant la minute du propriétaire sur toutes les plateformes d'écoute pour les podcasts et sur YouTube pour les vidéos. Ciao!